Bienvenue au premier épisode de Synthèse Flash IA. Aujourd'hui, on plonge dans les mondes virtuels. Le métavers, on entend ce mot-là partout, hein? On nous promet une nouvelle frontière numérique, un univers de possibilités genre infini, mais entre le rêve et la réalité, c'est quoi la vérité? Est-ce que c'est vraiment l'utopie de demain ou est-ce que c'est plutôt un cauchemar technologique qui s'en vient? Restez là, on décortique ça ensemble. Ah, le rêve, il est puissant. Et ça commence souvent ici, avec les plus jeunes. Pensez-y une seconde, un monde où on peut tout explorer, tout créer, rencontrer n'importe qui, sans aucune des limites du monde physique. C'est vraiment cette promesse-là, cette idée d'un univers sans frontières, d'une liberté presque totale, qui allume l'enthousiasme. Et c'est là que ça se complique. La question, c'est qu'est-ce qui arrive à notre esprit quand on se déconnecte, quand on enlève le casque? Après avoir passé des heures dans un autre univers, le retour à la réalité, ça peut être, disons, déroutant. Ce sentiment de décalage, cette impression que quelque chose cloche, mais ce n'est pas juste une impression. La science a même un nom pour ça. Alors, allons-y, plongeons au cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe pour vrai dans notre cerveau? C'est quoi que la science dit sur ce fameux sentiment de déconnexion? C'est vraiment là, dans ce flou entre le virtuel et le réel, que le beau rêve commence à montrer ses premières fissures. OK, la science utilise deux mots qui ont l'air un peu compliqués, mais qui décrivent ça parfaitement. Déréalisation et dépersonnalisation. En gros, la déréalisation, c'est quand on a l'impression que le monde autour n'est plus tout à fait réel. Puis la dépersonnalisation, c'est encore pire. C'est comme si on devenait un simple spectateur de sa propre vie. Les études le montrent, la réalité virtuelle, à cause de son intensité, peut vraiment amplifier ces sensations-là. Pour le dire simplement, plus l'immersion est forte, plus le choc du retour est rough. Le cerveau, il a de la misère à faire le switch. C'est comme si la présence du monde virtuel venait pour un temps affaiblir notre connexion avec le monde réel. Et ça, là, c'est pas juste une théorie, c'est un phénomène qui est bien documenté. Mais bon, l'impact, ça s'arrête pas juste à notre psychologie individuelle. Non, il y a une question encore plus large. Si ces mondes virtuels, c'est des nouvelles frontières, qui fait la loi là-dedans? On dirait qu'on entre dans une sorte de Far West numérique, puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de shérif. Et ça inquiète beaucoup de monde. Regardez bien ce chiffre, 75%. Selon une étude IFOP, c'est 3 Français sur 4 qui ont une certaine crainte face au métaverse. C'est pas juste de la petite curiosité, là. On parle d'une vraie méfiance généralisée face à ce nouveau territoire numérique qui est encore, très flou. On pourrait penser que les jeunes, qui sont nés avec le numérique, seraient les premiers à vouloir embarquer. Mais pensez-y à deux fois. Une majorité, 58%, disent non merci. La question, c'est pourquoi? Peut-être parce qu'ils voient, mieux que n'importe qui, que derrière le beau potentiel, il y a de vrais dangers qui se cachent. Ces phrases-là, tirées de la charte Respect Zone, elles résument vraiment tout. Le métavers ne doit pas être une zone de non-droit. C'est simple. Sans un cadre clair, le risque, c'est de juste reproduire et même d'amplifier les pires problèmes qu'on voit déjà sur Internet. Parce que derrière ces craintes, il y a des menaces bien réelles, bien concrètes. Le mot, c'est cyberviolence. C'est un thème qui regroupe toutes sortes de comportements toxiques qui pourraient trouver un tout nouveau terrain de jeu dans le métavers. Un terrain de jeu encore plus immersif. Allons voir ça de plus près. D'abord, le doxing. C'est cette pratique vraiment détestable de trouver puis de publier les informations privées de quelqu'un. Son adresse, son numéro de téléphone, son travail, juste pour l'intimider ou le menacer. Maintenant, imaginez l'impact de ça dans un monde où notre avatar, notre présence virtuelle, c'est une extension de nous-mêmes. Tout d'un coup, la frontière entre le virtuel et le réel, elle devient pas mal mince. Ensuite, il y a le deepfake. C'est cette technologie d'intelligence artificielle qui permet de manipuler des vidéos pour qu'elles aient l'air hyper réelles. Le potentiel pour faire du mal est immense. On parle de désinformation politique, d'usurpation d'identité ou pire encore, de créer de faux contenus dégradants juste pour humilier ou faire chanter quelqu'un. Et finalement, le cyberharcèlement ou le cyberstalking. Ici, on ne parle pas juste de quelques messages haineux. Non, c'est une vraie traque obsessionnelle en ligne. Ça peut faire en sorte que la victime se sente en danger partout, tout le temps, même dans sa propre maison. C'est une intrusion psychologique constante. Bon, face à tout ça, la question qui se pose, c'est comment on se protège? La réponse, c'est la modération. C'est la clé. Mais qui va être le gardien de ces nouveaux mondes? Des humains? Une intelligence artificielle? Comme on va le voir, la réponse est loin d'être simple. D'un côté, on a les modérateurs humains. Pour comprendre le sarcasme, le contexte, les nuances culturelles, ils sont imbattables. Le problème, c'est lent. Et devant des milliards d'interactions, c'est juste impossible à gérer. De l'autre côté, l'IA. Elle est super rapide, infatigable, elle peut tout analyser en une fraction de seconde.
Son gros défaut? Elle manque de jugement, de finesse, puis pire que ça, elle peut répéter les préjugés des gens qui l'ont créée. Donc la solution, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Une synergie. Il faut des humains pour entraîner l'IA, pour superviser ce qu'elle fait et pour corriger ses erreurs. Mais pour que ça fonctionne, il y a un mot qui est absolument essentiel, la transparence. On doit savoir comment ces algorithmes sont faits pour être sûr qu'ils sont équitables pour tout le monde. OK, on a assez parlé des dangers. Parce que oui, il ne faut pas l'oublier, le métavers, ça a aussi un potentiel incroyable pour faire le bien. Alors, il est temps de regarder l'autre côté de la médaille et de voir comment on peut utiliser cette technologie de façon positive et constructive. Au final, ça nous ramène à une vérité assez simple. Une technologie, en soi, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste un outil. Pensez-y, avec un marteau, on peut construire une maison ou on peut démolir un mur. Ben, avec le code, c'est pareil. On peut créer un enfer toxique ou un paradis pour apprendre. Tout est une question d'intention. Et un exemple vraiment concret et puissant de ça, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle en thérapie, surtout pour les personnes sur le spectre de l'autisme. Des études montrent comment la RV peut créer des environnements sécuritaires et contrôlés. Ça permet de pratiquer les interactions sociales, de gérer les surcharges sensorielles ou juste d'apprendre à mieux communiquer. C'est une application qui peut littéralement changer des vies. Alors, comment on fait pour s'assurer que le métavers prend le bon chemin? Que ce soit les jeunes ou les experts, tout le monde semble s'entendre sur une sorte de recette en 3 étapes. Premièrement, établir des règles du jeu qui sont claires pour tout le monde. Deuxièmement, mettre en place une modération active et efficace pour que ces règles soient respectées. Et troisièmement, appliquer de vraies sanctions quand quelqu'un ne respecte pas les règles. C'est aussi simple et en même temps aussi compliqué que ça. Et voilà, on arrive à la fin de notre exploration. S'il y a une chose qui est claire, c'est que le métavers est à la croisée des chemins. Les plans de ce monde futur sont en train d'être dessinés en ce moment même. Et les choix qu'on fait aujourd'hui, ils vont avoir des conséquences pour très, très longtemps. Et cette question, elle est absolument cruciale, parce que les algorithmes qu'on programme aujourd'hui, ils ne sont pas neutres. Ils sont comme des curseurs qui vont définir le niveau de respect, de diversité dans ces mondes de demain. Est-ce qu'on va coder des mondes qui favorisent le profit ou le bien-être, la confrontation ou la collaboration? Ce choix-là, il nous appartient à nous tous. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la chaîne et les futures vidéos.